Bonsoir à tous et merci d'assister au cycle de conférences, débats et rencontres en ligne dans le cadre de la programmation Le Musée part en live et en attendant de vous retrouver post-Covid dans l'enceinte du Musée national de l'histoire de l'immigration à la Porte Dorée. Je commence par me présenter. Je m'appelle Dominique Thomas. Je suis professeur depuis plus de 25 ans aux États-Unis, aujourd'hui à l'Université de Californie à Los Angeles, ce qui m'a permis, à travers mes recherches et mes enseignements, d'appréhender la situation des deux côtés de l'Atlantique à travers des ouvrages tels que Noir d'encre, La France noire, Vers la guerre des identités et plus récemment Sexe, race et colonie. Je suis donc ravi d'animer ce débat en résonance avec l'actualité. Vous avez certainement pu suivre les débats dans les médias, à la fois en France et aux États-Unis, sur l'américanisation des sciences sociales, des discussions qui se poursuivront longtemps après la fin de ces rencontres. Philosophe, sociologue, écrivain, documentariste, journaliste, directeur d'institutions scientifiques et culturelles ou activistes français et américains sont invités à échanger et à croiser leurs points de vue sur la société et la culture. C'est donc dans cet espace dynamique que ce 10 février 2021, nous initions un nouveau cycle de 4 rencontres en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France autour de la thématique culture, concept américain, réalité française. Nos 3 axes de réflexion concernent la circulation des concepts et des personnes, comment par exemple la French Theory et les penseurs francophones ont nourri les Cultural Studies, les Gender Studies, qui à leur tour ont inspiré les bibliothèques postcoloniales, les enjeux sociopolitiques et idéologiques des représentations de la race et des manifestations de ces questions dans le débat public. Et ensuite, un focus sur le débat dans les universités et les mécanismes de légitimation universitaire qui poussent de nombreux chercheurs francophones à partir à l'étranger. Nous invitons les auditeurs à poser leurs questions via le compte Facebook que je retransmettrai à nos intervenants. Je vous rappelle que ces débats sont diffusés en direct sur la page Facebook du musée, puis podcastables sur le site de la chaîne YouTube du musée. De notre côté, ce soir, nous serons 5 à répondre à ces questions. Magali Besson, professeure de philosophie politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur les théories critiques des races et du racisme et les théories contemporaines de la justice et de la démocratie. Parmi ses publications, Sans distinction de race, une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques et Faire justice de l'irréparable, esclavage colonial et responsabilité contemporaine. Mam Fatou Niang, documentariste et professeur en littérature française et francophone à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh aux États-Unis. Elle est spécialiste des questions urbaines dans la littérature française contemporaine ainsi que de la diaspora noire en Europe. Elle a co-réalisé en 2006 Marianne Noire et parmi ses publications Identité française, banlieue, féminité et universalisme. François Nudelman, philosophe, membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'Université de Paris 8 et à la New York University où il dirige la Maison française. Derniers ouvrages parus, Édouard Glissant, L'identité généreuse et un essai, Un tout autre Sartre. Et Adam Schatz, journaliste et visiting professor au Centre Agop Gevorkian pour les études sur le Proche-Orient à l'Université de New York. Après avoir été responsable littéraire au magazine The Nation, il contribue régulièrement à la London Review of Books, à la New York Review of Books et au New York Times Magazine. Dans le film Lost in Translation, Sofia Coppola soulignait la perte inévitable qui est associée à la traduction et le regard croisé entre la France et les États-Unis est souvent caractérisé par une certaine incompréhension. Comment définir la laïcité, l'universalisme, cette république indivisible et expliquer l'histoire du mot race dans la Constitution française. Et pour ce qui concerne le contexte américain, le concept de l'affirmative action et l'élection d'un président noir et d'une première femme noire et première américaine d'origine asiatique à devenir vice-présidente des États-Unis d'Amérique, mais aussi la persistance du racisme et de formes de discrimination dans la société américaine. Déjà en France en 2005, les émeutes avaient attiré l'attention sur les inégalités raciales et économiques flagrantes de la société
française. Mais aujourd'hui, les liens entre plusieurs cas de brutalité, violence policière, à savoir ceux de George Floyd et d'Adama Traoré, ont contribué à l'élargissement de la conversation et à la mise en évidence du fait que la place de la race dans la société française et américaine n'est pas résolue. Dans notre premier axe, donc, la circulation des concepts et des personnes, je demanderai d'abord à Mam Nhan. Mam Nhan, vous êtes professeur aux États-Unis où la French Theory et les penseurs francophones, la liste est très longue, mais Fanon, Césaire, Memmi, Simone de Beauvoir, Bourdieu, etc., ont joué un rôle très important. Mais vos recherches concernent la question raciale en France et vous êtes vous-même toujours entre différents espaces culturels. Comment faites-vous pour naviguer entre ces espaces? Quels sont les avantages et les désavantages? Merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Donc, la question du déplacement, moi je pense que c'est comme ça qu'on doit penser cette question, le déplacement, la migration, plutôt qu'une question simple de traduction qui fait qu'on se perd dans des débats assez stériles. On a parlé dernièrement d'une matrice intellectuelle venue des campus américains qui essentialise les communautés et les identités aux antipodes de notre modèle français. Et moi je trouve que étant quelqu'un, voilà, justement, entre ces deux pôles, je trouve cette phrase triste, elle est grave, elle est ridicule quand on pense, comme vous l'avez très bien dit, à la place que l'alliance post-structuralisme, anticolonialisme français a occupé dans la naissance de la critique postcoloniale, de la théorie, jusqu'à l'essor des études postcoloniales en tant que discipline. Et comme vous avez bien dit, donc Fanon, Foucault, mais aussi Jeanne Leroux, Paulette et Jeanne Nardal, Eugénie Eboué, c'est la France qui parle à la France et au reste du monde. Et c'est triste de voir un pays qui se dit être un chantre de l'universalisme, de l'ouverture, de la liberté, et d'y voir une pensée justement de la liberté rejetée sur la base de ses origines étrangères. Il faudra que l'on recouvre très vite nos esprits. Moi, c'est ce que je vois lors de mes déplacements. Et là, je pose la question de l'ancrage en France de ces champs de recherche dans les départements qui leur soient spécifiquement dédiés. On devra cartographier la place de la France dans la généalogie de ces mouvements, qui ne sont pas seulement pendulaires entre l'Hexagone et les USA, mais qui sont en fait un ensemble de détours, d'arcs, d'allers-retours qui concernent aussi le reste du monde. Et je vais vraiment terminer là. Pour moi, la question essentielle ici est de quoi le refus hexagonal, pas français, hexagonal, de reconnaître la main française dans les origines du postcolonial est-il le nom? Comment peut-on prendre part à la conception d'un enfant et refuser de le reconnaître comme sien? Que nous dit ce refus de nous? Qui est nous? Et que disent ces débats sur la production et le transfert de la connaissance, sur la production des imaginaires, sur leur circulation? Voilà, donc moi je pense que ce sont là des pistes excitantes qui nous obligent à élever le débat et à nous projeter. François Nudelman, comment expliquez-vous on pourrait dire, cette appropriation ou alors cette fascination pour les penseurs francophones aux États-Unis? Oui, je crois qu'avant de parler des penseurs francophones, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit à propos de ce qu'on appelle dans le récit un peu intellectuel de l'histoire des idées, la French Theory, qui serait comme ça, qui aurait enfanté. Bon, moi je crois qu'évidemment, on est dans un contexte difficile, hein, il faut le reconnaître, ici ce débat prend place dans un dialogue qui tient beaucoup à des malentendus. Il y a une sale ambiance assez désolante quand on voit les articles d'un côté et de l'autre, que ce soit dans le New York Times ou dans Le Monde. Désolante, une ambiance désolante à cause de sa violence, de sa médiocrité nationaliste, où finalement on dénonce, on crache sur la France raciste, colonialiste, etc. De l'autre côté, on déblatère sur la cancel culture. Bon, c'est pas un moment très agréable. En tout cas, moi, je m'en désole parce que je prends aussi beaucoup d'un côté et de l'autre, parce que je fais le voyage depuis une vingtaine d'années. Donc, je crois que ça s'inscrit quand même dans une longue histoire de fascination réciproque entre nos deux pays et un mélange d'amour et de haine. D'ailleurs, quand on évoque la French Theory, et bien sûr, bon, on a, je pense, plus ou moins tous, je le devine, été formés par ces penseurs. Je me souviens que voilà, dans les débuts des années 2000, Derrida ou Kristeva étaient vraiment des idoles, hein, aux États-Unis. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait aussi une grande opposition. D'ailleurs, à la mort de Derrida, l'article du New York Times était quand même assez désobligeant. Je me souviens aussi, moi j'avais invité Derrida pour parler de politique de l'amitié au début des années 2000
il se faisait agresser dans les couloirs par ceux qui lui disaient « Mais voilà, vous faites partie du livre où on montre que finalement, vous racontez n'importe quoi. » Les analytiques étaient très violents. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop irénique des relations culturelles et intellectuelles. Donc, il y a des passages, heureusement, et j'espère qu'on en est tous les vecteurs, mais il y a quand même un contexte de guerre. En France, pareil, c'est pareil. Bon, évidemment, aujourd'hui, on peut dire « Ah, c'est formidable, le milieu intellectuel est inspiré par… » Bon, ben voilà, on peut rappeler les Women's Studies, les Gay Studies, les Queer Studies, le CARE, le Postcolonial. Bon, voilà. Mais n'oublions pas aussi que d'abord, c'est fait avec beaucoup de retard. On peut rappeler, puisqu'on va tous parler sans doute de traduction, que Gender Trouble, le livre de Judith Butler, que tout le monde porte au nu, il a fallu 15 ans quand même pour qu'il soit traduit en France. Hein. Donc, il y a quand même un retard très grand. Il n'y a pas une circulation aussi fluide que ça. Je dirais qu'il y a une grande ambivalence dans la réception des idées dites françaises ou dites américaines, si tant est qu'on les nationalise de cette façon. Moi, je suis toujours gêné avec cette idée. Et je crois qu'il faut peut-être faire attention à une vision trop irénique et puis trop idéaliste aussi des idées, parce qu'au fond, les idées, elles circulent aussi parce qu'elles correspondent à des mouvements sociaux, des mouvements économiques, à des formes aussi d'impérialisme culturel. Il ne faut pas oublier que dans cette manière qu'a une certaine intelligentsia journaliste et universitaire américaine de juger la France, il y a une volonté d'importer ou d'exporter un modèle culturel qui est celui du multiculturalisme et qui ne correspond pas effectivement à l'histoire française. Donc, je dirais que voilà, moi, je suis un petit peu méfiant avec le récit qui nous plaît parce qu'on a l'impression de vivre dans ce récit, hein, de l'importation aux États-Unis de la pensée dite française, hein, et ensuite de son retour à travers les études postcoloniales. Je crois que c'est plus compliqué, moins irénique, moins idéaliste. Merci beaucoup. Et je voudrais demander donc à Magali Besson, alors pour justement cette question de perspective est extrêmement importante. Alors dire qu'il y a, comme on le voit dans les médias, américanisation des sciences sociales et d'une influence venue d'outre-Atlantique ou alors de l'ailleurs. Ma question pour vous, c'est ne serait-il pas un peu réducteur donc de parler de la France et des États-Unis comme s'il s'agissait d'espaces homogènes, comme si tous les Français ou tous les Américains partageaient ces mêmes idées et donc en même temps, donc, d'offusquer le dynamisme des institutions françaises dans cette dynamique. Oui, merci pour l'invitation. Bonsoir. Alors, je voulais juste revenir, avant de répondre à votre question, sur un détail. Il a fallu 15 ans pour que Judith Butler soit traduite, mais il avait fallu 16 ans pour que la théorie de la justice de Rawls soit traduite. Je crois que là, il faudrait réfléchir, mais ce n'est pas la question ce soir, justement institutionnelle, donc ça rejoint un petit peu votre question, sur les des maisons d'édition, des traducteurs et le financement de la traduction lui-même qui est en jeu et qui, d'une certaine manière, explique le retard, enfin, si on peut appeler de retard, mais un retard, à mon avis, tout à fait international et pas simplement de la France par rapport aux États-Unis. Et ça serait mon deuxième point pour répondre à votre question. Au-delà de la France et des États-Unis, sur ces questions qui sont ces questions… qu'on entend beaucoup agiter en ce moment d'américanisation des campus français, de paraître des universités français qui importeraient un certain nombre de discours, alors une idéologie indigéniste, racialiste, décoloniale, ça ce sont les formules par exemple d'une des tribunes du Monde ou du dit manifeste des 100. Il me semble qu'il faut aussi penser l'intégration de ce type de problématique, la circulation des concepts et des idées, indépendamment de simplement la France et les États-Unis, mais aussi, comme l'a dit Mam tout à l'heure, en intégrant d'autres dimensions géopolitiques, et l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, qui ont aussi beaucoup à dire et beaucoup à faire dans ce débat. Rappelons quand même, pour situer les choses pour les auditeurs, que le décolonialisme vient de l'Amérique latine. Les penseurs originels sont des penseurs qui n'ont rien à voir ou très, très indirectement à voir avec les penseurs nord-américains. Rappelons que de nombreux subalternes viennent d'Inde. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut réintégrer cette conversation à un niveau encore plus global que simplement une sorte de dialogue franco-américain qui aurait mal tourné. Je suis aussi d'accord avec François Nudelman
il y a une espèce de vieille tradition de détestation des États-Unis. On me dit que ma connexion Internet est instable, j'espère que vous m'entendez bien. Une détestation française des États-Unis, hein, il y a un discours un peu convenu en France, nous n'aimons pas les Américains. Alors, je ne vais pas remonter à De Gaulle, mais enfin, il y a quand même une longue histoire de méfiance pour le grand frère américain. Alors maintenant, en effet, à l'intérieur des deux camps, alors je ne vais pas parler des États-Unis, puisque François ou Mam ou bien sûr Adam connaissent bien mieux, mais en France, en effet, on ne peut absolument pas dire qu'il y ait une seule et unique idéologie. On voit bien à quel point le champ est clivé, mais même à l'intérieur de ce que des politiques publics, des intellectuels, des ministres, des hommes politiques appellent les décoloniaux, il y a en réalité une multitude de chercheurs dans une multitude de disciplines, vous en avez mentionné quelques-unes au début de votre introduction, qui par ailleurs ne sont pas tous nécessairement d'accord sur des points importants, par exemple, quelle serait la bonne, juste, correcte définition de la race pour qu'elle produise les effets que nous désirons, c'est-à-dire par exemple des effets critiques, des effets descriptifs et évaluatifs fonctionnels. Voilà. Donc ça, voilà. Et nous discutons et nous débattons, mais justement, nous le faisons à un niveau scientifique, c'est-à-dire nous le faisons en tant qu'universitaires, qui prenons au sérieux nos hypothèses, nos méthodologies, nos tests empiriques, normatifs. Et ça, c'est le bon niveau, je crois, de la discussion. Ce qui est dommage à l'heure actuelle, c'est que pour beaucoup, il y a un tel discrédit des études dites, donc encore une fois décoloniales, indigénistes, raciales, etc., qu'elles ne sont même pas discutées en tant que telles. C'est-à-dire qu'il est hors de question de s'installer dans un dialogue scientifique, savant, avec ce type de discours. Et c'est ça, personnellement, que je regrette énormément, parce qu'il y a beaucoup à faire et il serait temps qu'on s'y mette ensemble. Merci beaucoup. Adam Schatz, donc il est quand même ironique, non, de déplorer une soi-disant américanisation des sciences sociales, et je le souligne, par des penseurs français et francophones exportés, dont les idées seraient par la suite réimportées en France. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène à vos lecteurs? No, it's certainly ironic. And in fact, Macron's denunciation of the new scholarship was itself, you could say, a reflection of an American invasion in the sense that it parroted the language of Trump and his associates when they denounced the new scholarship in American history. You know, that speech was packaged in a language of national identity and sovereignty, and in a language of good intentions, of colorblindness. And it seems innocuous on the face of it. Who could object to colorblindness or an affirmation of Frenchness? But to buy what he's selling, you have to forget a lot. I mean, you have to forget too much. You have to forget the entire history of modern French thought, from Sartre and Foucault to Fanon and Derrida, which, as we've discussed, helped lay the foundations for post-colonial theory in the States and other countries. You also have to, of course, forget the history of Algeria's violent pacification, the wars in Indochina and Madagascar, the colonization of West Africa, not to mention the discrimination experienced by people of color in France. People who've migrated and still generations later are described as immigrants or Français de souche. You have to forget police brutality in the banlieue. You have to forget the mainstreaming of anti-Black and anti-Arab racism by figures like Alain Finkielkraut and Eric Zemmour. So it seems to me that what Macron's statement is designed to do is just to make the French forget. And I'm not sure how they're going to properly remember the Algerian War, as he also proposes, if he asks them at the same time to ignore the existence of racialized oppression in France today. To me, what this is about is a moral panic. There's a reason why decolonial thought is described in such exaggerated and monolithic terms, because there's no real interest in looking at what the work is about, or as Magali was mentioning, the real differences and arguments within it. This is not a unified canon of critical thought. Oui, donc Adam, vous avez évoqué justement ce lien assez compliqué entre nations, identité, etc. Et nous allons passer à notre deuxième axe et considérer un peu les enjeux sociopolitiques
la manière dont justement la race se manifeste dans la question du débat public. Et je pense ici au philosophe et politologue Achille Mbembe qui a écrit dans son livre Sortir de la grande nuit sur la question raciale en France, et justement à l'époque de l'existence d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, l'effet pervers de cette indifférence aux différences est donc une relative indifférence aux discriminations. Alors, Mme Niang, nous savons que dans les universités américaines où vous travaillez, depuis au moins les années 60, les différences ethniques sont reconnues au sein même des institutions, comme par exemple dans les départements African American Studies, Latino, Hispanique, Chicano, etc. Alors, ma question, c'est comment éliminer ou même parler du racisme systémique sans parler de la race? Par rapport à cette question, moi je pense qu'il y a deux notions qui sont absolument essentielles pour comprendre ce qui se joue dans cette danse circulatoire qui vise en France à ne pas nommer son objet, et dans ces rapports entre la société majoritaire et ses composantes minoritaires hyper visibles, mais qu'on feint de ne pas voir. Ces deux composantes, pour moi, ce sont les notions d'ancrage et d'imaginaire. Alors, je vais expliquer très vite. Je suis très frappée par la manière, et j'y pensais là en réécoutant Magali, par la manière dont le thème de l'importation est instrumentalisé en France, surtout en ce moment, afin d'éviter l'ancrage de certaines problématiques dans un terreau franco-français. Comme s'il nous était impossible de poser cette longue vue qu'on aime bien mettre sur le jardin américain, là pour le coup, ou sur le jardin, je ne sais pas, du Brésil ou de l'Afrique du Sud, donc du jardin d'autres nations qu'on peut voir comme étant visiblement racistes. Prendre un miroir, se regarder et se dire que s'y regarder, se regarder et de voir que ces discussions, elles portent aussi sur nous, elles portent sur la Maison France. Comme Magali l'a dit, utiliser tous ces mots en anglais, je ne sais pas, woke, cancel culture, des mots qui sont sans cesse changeants, qui sont vides, qui sont devenus des signifiants fourre-tout, utilisés par des personnes qui souvent ne sauraient même pas les définir, mais qui occupent un espace médiatique et symbolique extrêmement important aux dépens de véritables problématiques indigènes. Je vous donne très vite un exemple. Olivier Torreton, qu'on barbouille en noir pour jouer Othello. Depardieu, charbonné pour camper Dumas. Quelle occasion manquée d'interroger la place des acteurs noirs en France? Pourquoi en 2010 doit-on encore barbouiller un acteur blanc pour jouer un noir à qui on dit audition après audition que tous les rôles de voyous ou de voleurs étant pris, il n'y a plus de rôle pour lui. Et au lieu de ça, on s'est fourvoyé dans des batailles absolument épiques autour de la notion de l'importation, de la visibilité ou de l'invisibilité de la race. Et comme je le disais plus tôt, pour moi, je pense que cette mise à distance-là, cet impensé, il a aussi un corollaire qui est l'OPA, ce que j'appelle une OPA, une prise en otage d'imaginaire qui ne saurait trouver d'autres sources que le récit mythique républicain, blanc, et qui est multiculturel. Cette multiculturalité, elle fait partie de l'histoire de la France. Ma famille est française depuis 1835. Et pour moi, c'est ce qui se joue dans ce refus d'ancrer, qu'il soit dans la langue, le refus d'utiliser l'anglais pour refuser de dire ces mots dans notre langue française, le refus d'ancrer dans la formation ou la légitimation des savoirs, c'est ça qui se joue, la question des imaginaires et de la contribution postcoloniale dans l'imaginaire de la France. Refuser de voir les travaux de Yala Kisukidi, de Sarah Mazouz, d'Audrey Célestine, d'Abdelali Hajat, comme relevant d'une démarche scientifique. Refuser de voir, je ne sais pas, les écrits de Daya Sissoko ou de Dali Touré comme de la littérature française. Refuser de voir que, voilà, je ne sais pas, dans le cinéma d'Alice Diop ou dans le cinéma de Josara Ndjembe, un cinéma français qui appelle à sortir des impensés pour penser l'en commun, pour se projeter dans une coproduction nationale et nécessairement postcoloniale dont on affine la pertinence à nos exigences et à nos défis français. Comme je le dis, c'est la France qui parle à la France. Merci beaucoup, Mame Niang. Magali Besson, donc, pour suivre un peu les propos de Mame Niang dans le contexte de vos enseignements, où vous, bien sûr, cette nouvelle génération de jeunes qui ne se retrouvent plus dans les anciennes grilles de lecture, et comment abordez-vous donc à la fois dans vos enseignements et dans le cadre institutionnel qui est souvent déconnecté avec les réalités quotidiennes de cette nouvelle génération, comment faire le pont entre un activisme public, une demande pour la décolonisation des cursus, pour de nouvelles approches et de nouvelles grilles de lecture? Alors, je pense là encore plusieurs points dans votre question.
D'abord, je voudrais l'aborder en revenant sur cette question un peu, là encore, un peu, enfin, assez classique du rapport entre le chercheur et le militant, c'est-à-dire ce reproche qu'on entend en ce moment à nouveau de manière assez à la fois massive et caricaturale sur le fait que les chercheurs travaillant sur les questions, alors encore une fois, hein, c'est toujours un espèce de gros paquet, donc chaque fois je suis obligée d'avoir beaucoup de ismes pour désigner ces chercheurs qu'il faudrait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, finement déplier, mais le temps nous manque. Donc c'est ce reproche qui est fait en ce moment, c'est celui de chercheurs qui oublient la neutralité ou l'objectivité qui serait attendue d'universitaires, de savants, de scientifiques, comme le disait Max Weber, hein, opposant ainsi le savant et le politique. Alors, je trouve que cette critique, hein, elle est douteuse, et elle est douteuse à plusieurs titres. D'abord, c'est une critique au fond par exemple, je pense là à Olivier Beau et Gérard Noiriel qui estiment que justement les nouveaux chercheurs sur la question raciale ont un peu oublié cette coupure entre la posture militante et la posture scientifique. Or, eux-mêmes se définissent comme des chercheurs engagés. Et ils assument et ils estiment que c'est fondamental et important d'avoir eu des valeurs et pas simplement justement des méthodologies soi-disant neutres au moment où ils travaillaient sur la classe ouvrière ou d'autres questions sociales. Donc d'abord, voilà, à ce titre-là, cette critique me semble déplacée parce que tout d'un coup, elle agit à propos de la question raciale, mais il n'en était pas tellement question pour les chercheurs qui travaillaient sur la question sociale. D'autre part, il me semble qu'elle est désormais un peu obsolète. On a aujourd'hui beaucoup de réflexions méthodologiques, et des réflexions méthodologiques, là encore, très fines et très poussées sur, justement, disons, la manière d'utiliser notre propre positionnement dans nos propres réflexions théoriques. C'est-à-dire, pas simplement se dire voilà, je vous le donne, je suis une femme, et donc à partir de maintenant, je vais penser en femme, mais intégrer le fait que tout chercheur, homme ou femme, est positionné d'une certaine manière. Et je prends hommes et femmes, mais je pourrais prendre d'autres types de catégorisation sociale, genrée, raciale, etc. Et que c'est parce que nous avons ce positionnement que justement nous pouvons nous mettre à réfléchir, et nous mettre à réfléchir en nous englobant, sans nous extraire de ce monde social que nous pensons, mais précisément en nous englobant, en englobant cette position dans le monde global. Donc voilà, donc la critique de l'excès de militantisme me semble déplacée. Et après, le deuxième point que je voulais faire, le deuxième grand point que je voulais faire pour répondre à votre question, c'est celui justement de l'institutionnalisation de nos recherches. Et je crois que Inès Bouzelma, dans un article très intéressant paru dans la revue Mouvement en 2019, qui avait cartographié un peu le champ de la question raciale, disait que il y avait encore pas mal de chemin à faire, mais qu'on était en voie d'institutionnalisation. Et je crois que ça, c'est justement aussi quelque chose qui provoque ce dont on parlait tout à l'heure, cette panique morale chez un certain nombre de personnes qui pensaient leur position bien assise et définie une bonne fois pour toutes, sans jamais être remise en question. Cette institutionnalisation, elle passe en effet, comme vous le disiez, par des enseignements dans lesquels nos curricula sont en train de se diversifier, et nous sommes de plus en plus nombreux à faire attention au type de lecteurs, au type d'ouvrages que nous proposons à lire, etc. Ça passe aussi par la publication de nos propres lectures, des anthologies, l'anthologie Critical Race Theory par Ouria Bentouami et Mathias Moschel, l'anthologie sur race, racisme et discrimination que nous avons coédité avec Daniel Sabac. C'est-à-dire, nous donnons accès à des textes qui désormais vont nourrir le débat plus amplement. Et là encore, c'est aussi le rôle des maisons d'édition d'accompagner ce mouvement dans l'institutionnalisation. Donc voilà, séminaires et publications, je pense, nous aident à construire un discours commun avec nos étudiants, parce qu'il y a de fait une attente de la part de nos étudiants de répondre à ces questionnements qu'ils ont.
Oui, merci bien. Et donc, dans l'espace public, ce genre de questions, la publication, les livres que nous mettons en avant, les articles, etc., sont extrêmement importants. Alors, je vous signale, nous avons un petit bug avec le système d'interprétation, mais M. Schatz se débrouille très bien en français et pourra répondre à cette question. Donc, j'aurais d'abord une question pour lui assez directe, c'est comment, dans ce climat de Black Lives Matter, etc., est-ce que les revues dans lesquelles il publie, New York Review of Books, London Review of Books, se réorientent dans leur publication et comment ils ressentent ça? Et ensuite, je demanderai à M. Numelman de nous parler un tout petit peu de la programmation à NYU et comment ces questions influencent ses choix. M. Schatz, d'abord. Oui, sûrement, le mouvement pour Black Lives Matter a eu des effets très profonds sur les journaux comme New York Review of Books et London Review of Books, et il y a une pression importante pour trouver et publier des écrivains noirs ou non blancs qui n'ont pas trouvé des revues avant, ou qui étaient obligés de publier dans d'autres revues moins connues, par exemple. Et à mon avis, c'est une pression très importante et on voit déjà les résultats, je trouve. Et M. Nuelman, pour ce qui concerne la programmation à la fois dans votre département à NYU ou même, peut-être c'est plus important de parler un peu de la Maison française. Au niveau de la programmation, vous êtes influencé par ces enjeux sociaux? Si vous permettez, je répondrai à la même question que vous avez posée aux autres. Et donc, je voudrais dire que dans le discours que j'entends, que je reconnais parce que c'est le discours qui effectivement est ambiant aux États-Unis, très très fortement. Voilà, je pense qu'il y a un discours qui est construit à partir d'un ennemi. Et on sent que voilà, il faut se définir contre, il y a des adversaires, voilà. Moi, j'avoue que je pense que c'est quand même délicat parce qu'on peut penser, voilà, les luttes, par exemple, pour des droits civiques, les luttes qui sont actuelles, comme des éléments de réflexion, par exemple, pour la France. Et les mouvements MeToo et Black Lives Matter ont un poids très important et c'est très positif pour ce qu'ils apportent en France. Cela dit, le problème, c'est quand c'est tenu par une idéologie. Et on l'entend, l'idéologie militante, effectivement, c'est-à-dire qui va vouloir importer toute une représentation, un imaginaire qui est notamment celui du multiculturalisme américain. Et je crois que justement, il faut peut-être éviter de penser en termes d'opposition, les bons, les mauvais, le bon multiculturalisme canadien ou américain ou états-unien, et puis de l'autre côté, l'affreux républicanisme, universalisme français. Je voudrais citer une référence de ce point de vue-là, qui est celle d'Édouard Glissant, alors qu'on vient de commémorer le 10e anniversaire de sa mort, qui était un penseur venu de Martinique et qui a été tout à fait dans une dissidence à l'égard de l'identitarisme, à l'égard des courants de la négritude dont il considérait qu'ils étaient un moment nécessaire mais à dépasser, et qui, je crois, justement, a une pensée d'une grande richesse qui permet de ne pas en rester à l'opposition entre le modèle multiculturel, qui, selon lui, n'était qu'une sorte d'addition des différences, mais sans contact, et de l'autre côté, l'universalisme, qui ne reconnaît pas les différences, pour justement penser la relation des différences, la compréhension des différences. Et moi, je trouve son discours très inspirant parce que ce que je vis, moi, entre les États-Unis et la France, c'est justement la différence et la nécessité d'entendre la différence. Les États-Unis et la France n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même culture, même s'il y a une fascination réciproque, et même si la France importe massivement les produits culturels américains. Mais nous n'avons pas la même histoire. Donc il faut entendre ça et s'inspirer de l'histoire des autres pour questionner la nôtre. Mais voilà, de là, voilà, c'est toute la différence entre un discours qui est à l'écoute de ce qui se passe et des mouvements aussi importants que MeToo et Black Lives Matter, mais aussi de faire attention à l'idéologie qui tout d'un coup veut exporter un modèle et qui est une forme d'impérialisme culturel renouvelé. Oui, je relance Magali Besson.
Oui, merci beaucoup. Oui, je ne pourrais être plus d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut vraiment ne pas opposer un républicanisme abstrait avec quelque chose qui serait par définition de l'ordre du surplombant, voilà, et un multiculturalisme qui ne serait pas notre histoire. Je crois en effet fondamental de pouvoir penser qu'il y a du multiculturalisme dans le républicanisme et qu'on peut penser un républicanisme beaucoup plus ouvert à la différence, beaucoup plus critique que ce qu'il a pu vouloir devenir ou que ce que certains lui imputaient. Il me semble que le républicain peut justement se renouveler et que tous ces discours qu'on entend à l'heure actuelle, tous ces mouvements dont on est le témoin à l'heure actuelle, sont précisément une sorte de mue du républicanisme, une sorte de crise de croissance du républicanisme qui pourrait l'amener à devenir une meilleure version de lui-même et une version justement plus ouverte aux différences, plus tolérante. Je pensais en écoutant tout à l'heure Mam et François, moi, je viens de Nice et j'aime rappeler souvent que le comté de Nice est français depuis beaucoup moins longtemps que la Martinique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des représentations comme ça de ce qu'est être français qui devraient être remises en perspective et qu'on oublie souvent. Il est rare qu'un Niçois considère que le fait d'être français est quelque chose qui devrait être mis en doute. Et je pense qu'un multiculturalisme, c'est-à-dire la possibilité, en effet, de se définir par des identités multiples, plurielles, en mouvement, peut très bien s'intégrer dans un républicanisme qu'on pourrait à ce moment-là penser comme un républicanisme critique, c'est-à-dire un républicanisme conscient éventuellement d'insuffisance, d'abstraction telles que liberté, égalité, fraternité, lorsque ces mots n'ont plus le sens qu'ils pourraient avoir d'inclusion dans la République. Merci beaucoup. Nous allons entamer donc la discussion sur la troisième thématique, donc le focus sur le débat dans les universités, les mécanismes de légitimation. Je remercie nos internautes. J'aurai des questions que je vais donc vous retransmettre, mais en passant à cette troisième thématique, je pense à la philosophe Nadia Yala-Kisukili, qui déclare « Convoquer un discours à prétention universelle exige toujours qu'on se demande qui parle ». Et souvent, nous l'avons constaté, les chercheurs, les écrivains francophones partent à l'étranger, pas uniquement aux États-Unis, parce qu'ils ne trouvent pas toujours une place ou un poste en France et sont ensuite critiqués pour leur regard sur ces pays. Donc, les mécanismes de légitimation sont extrêmement importants. Anaïs nous pose une question en nous disant qu'en France, quand même, cet universalisme ne cherche pas à comprendre pour le moment et il y a un déni. Et je voulais lier cette question de Anaïs à un autre propos en revenant justement pour aller un peu plus loin sur ces propos que nous avons retrouvés dans les journaux, dans la presse, dans les médias, c'est que quand même ceux qui déplorent cette américanisation des sciences sociales refusent les nouveaux outils méthodologiques et préfèrent stigmatiser, attaquer et alimenter la peur plutôt que de, comme on pourrait dire en prenant le livre de Elsa Dorlin, La matrice de la race, rematricier. Alors, ils se plaignent que l'argent des contrats de recherche soit du côté de la race. Alors, premièrement, et il faut le dire, c'est absolument faux. Vous n'avez qu'à regarder les nombres de thèses, d'articles, etc. Mais ma deuxième question, qui revient sur cette question d'Anaïs ou de Jean-Louis sur le républicanisme ou le multiculturalisme, et alors s'il y avait un investissement dans la race? Je reviens vers Mam Nyan. On ne vous entend pas, Mam Nyan. Donc, pour revenir à ça, moi, je suis toujours très étonnée de voir à quel point nous sommes d'accord et que nous parlons des mêmes choses, mais que nous sommes, par exemple, moi, dans ma recherche, je suis immédiatement mise dans le camp du contre, de ceux qui se construisent. Je ne pense pas m'être construit
contre. Et là, je vais retourner, je reviens à la manière dont Magali a vraiment très bien présenté cette idée de la positionnalité et le refus que moi j'ai fait très vite dans mes idées doctorales, au début de mes études doctorales, de me présenter comme ça dans une scientificité froide où je refuse de reconnaître l'objet que je suis au milieu du monde que j'essaie d'étudier. Donc je ne pense pas m'être construit contre, je pense que je me suis construit à partir d'eux. Je me suis construit à partir de silence, à partir de vide, à partir de plein, à partir de texte. Je me suis demandé que faire de toutes ces racines, de ces traits d'union, de ces rhizomes. Et pour moi, l'opposition, ce qui me vient après 15-20 ans comme ça d'errance, de recherche, de questionnement, c'est que cette opposition entre universalisme et antiracine est une opposition absolument stérile qui occupe un espace symbolique extrêmement fort, une cacophonie qui nous empêche de réfléchir. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la question avec mon ami et collègue Julien Ciodo de Bryn Mawr, nous l'avons dit, si l'universalisme ne constitue qu'un privilège de la majorité et qu'il y a ce privilège du fait de l'ancienneté, nous ne sommes pas dans la République, nous sommes dans une trahison des idéaux de la République. Et ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'il y a une nouvelle génération de Français issus de cette histoire-là, qui vient, qui pose des questions sur ce projet, qu'est-ce que le projet républicain, de quelle manière ce projet républicain construit du nous en construisant un eux, comment est-ce qu'on se voit taxé d'être séparatiste ou de vouloir casser la République en deux, alors que ce qui se produit ici, c'est qu'on est en train de construire un projet qui n'est pas seulement une utopie, mais qui demande, qui met la République face à ses manquements et qui, justement, veut pousser la République à réaliser ce projet universaliste. Moi, je fais partie d'une génération de Français issus d'eux, comme on dit, des étudiants qui ont quitté la France au milieu des années 2000 pour les États-Unis et pour une moindre mesure dans le Canada. Nous sommes une bonne centaine que je peux vous citer. Et il faudra faire des études sur la question, mais je fais partie de cette génération qui a été à la fois sonnée et complètement regaillardie par le racisme extraordinaire déployé pendant les années Sarkozy. Une génération qui a pris au mot la France on l'aime ou on la quitte de ce cher Nicolas. Pour moi, le statut de la relation était complicated, je suis partie. Aux États-Unis, mon premier jour à l'université Brown, je découvre que le hip-hop est une discipline académique. Je découvre qu'il y a des départements d'études ethniques, asio-américaines. Je découvre asio-américaines, latino-américaines, d'études des populations pacifiques. Mais surtout, je découvre Fanon, je découvre Césaire, je découvre Glissant, Marie Scondé, Assia Djebar, des noms des penseurs français que je n'avais jamais entendus après 2 années de classe préparatoire littéraire à Lyon. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, et surtout porté par la vague BLM et le récent, et le récent tsunami qui a suivi le meurtre de George Floyd, la tendance, alors donnez-moi 2 petites secondes, je règle ça, 2 petites secondes. Oui. Je vais passer à Magali Besson justement pour continuer un peu les propos de Mams. Et Nirina nous pose une question. Est-ce qu'il y aurait peut-être une troisième voie, une espèce de combinaison entre républicanisme et multiculturalisme, une espèce de multi-républicanisme? À vous de répondre et on reviendra vers Mam. Oui, alors je pense que cette troisième voie, elle commence à s'esquisser justement. Et il y a plusieurs penseurs, penseuses qui essaient justement de proposer quelque chose qui conserverait le caractère inclusif des idéaux, d'accord, sans renoncer justement aux idéaux ou aux valeurs communes qui seraient celles notamment de liberté, égalité et, alors, fraternité est plus gênant, on peut dire fraternité, sororité et solidarité, qui est un mot que j'aime personnellement beaucoup. Mais voilà, donc on pourrait redonner leur force à ces idéaux précisément en leur donnant un ancrage empirique à partir des expériences de leur absence. Des expériences de ceux qui n'ont pas accès aux mêmes droits, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à l'égalité, mais qui vivent des discriminations dans un certain nombre de domaines, de ceux pour lesquels justement la solidarité n'est pas une donnée, mais qui ont toujours besoin de se définir contre ou de répondre à ceux qui les accusent d'être contre, etc. Et je pense qu'en repartant des expériences de vulnérabilité ou d'exclusion ou de discrimination, on peut reconstruire des idéaux qui sont des idéaux à la fois plus fermes, plus inclusifs et plus empiriquement ancrés dans ce qu'on a envie de faire. Et là, je rejoins ce que disait Mam tout à l'heure, elle va reprendre la parole, mais c'est un projet
Je pense que c'est fondamental de penser en termes de projet et en effet, pas seulement d'utopie. On se retrousse les manches et on donne une chance à ce projet de républicanisme critique, inclusif oui, voilà, une espèce de multi-républicanisme. Ou voilà, moi personnellement j'utilise l'étiquette républicanisme critique, mais c'est exactement pour désigner ce dont on vient de parler. Donc voilà, je pense que il y a tout à fait ça à dessiner, mais c'est faisable, c'est possible et c'est en cours, je pense. Avant de revenir à Mam Nyang, justement, je vous demanderai la même question que Nirina nous a posée, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être une troisième voie, mais pour demander à Monsieur Schatz et à Adam Schatz son regard sur cette question en France, c'est quand même un peu caricatural, cette critique de ce qui vient des États-Unis. C'est comme si on disait que bon, les McDo viennent des États-Unis, on sait que c'est mauvais, donc les idées, ça va être un peu la même chose. Mais comment changer les mentalités sur ces questions? Je veux retourner à un point que Magali a fait, parce que ce matin, je relisais les réflexions sur la question juive de Sartre. Et il me semble qu'il avance, qu'il fait appel à un projet comme elle a décrit, quand il écrit les Juifs comme aussi bien les Arabes ou les Noirs, dès lors qu'ils sont solidaires de l'entreprise nationale, ont droit de regard sur cette entreprise. Ils sont citoyens, mais ils ont ces droits à titre de Juifs, de Noirs ou d'Arabes, c'est-à-dire comme personnes concrètes. Et c'est ça dont nous parlons, il me semble. Et ce qui me frappe dans les discussions très chaudes d'identité en France, c'est le décalage entre la réalité de mixité quotidienne en France qui je trouvais plus profonde qu'aux États-Unis, plus réel qu'aux États-Unis, et l'absence d'un discours, ou bien la résistance à un discours renouvelé, et l'évasion, comme le discours de Macron, les protestes contre l'américanisation. Aux États-Unis, le problème, c'est presque l'inverse. Nous avons un discours, nous avons des mouvements collectifs pour les droits des personnes opprimées, mais la mixité, ça existe, mais ce n'est pas aussi répandu qu'en France. Oui, et vous avez tout à fait raison de le souligner que la situation américaine est aussi très problématique. C'est ce qu'il y a de si intéressant, c'est que des deux côtés de l'Atlantique, la question de la diversité, du racisme, etc., se joue peut-être de manière différente, mais il y a quand même un diagramme de Venn où on se retrouve dans cette dynamique. Alors, je reviens vers Mam Nyang, cette question de la fameuse troisième voie. Comment vous voyez cette question ? Alors, je tiens à m'excuser, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, moi, dans mes travaux, cette troisième voie, je ne sais pas si c'est une troisième voie, je ne sais pas, mais dans mes travaux, j'analyse beaucoup ce que Paul Gilroy nomme la mélancolie postcoloniale, cette perte, ce deuil qui saisit l'Occident actuellement, cette sorte de confrontation entre ce qu'on a pensé de soi, l'histoire qu'on a écrite sur soi, le roman national qu'on sait raconter et qu'on a raconté au reste du monde, et la confrontation de ce roman national-là, pour reprendre un peu les mots d'Adam, avec ce que l'on est véritablement ou ce que l'on est en train de devenir. Et moi, je regarde beaucoup la manière dont cette mélancolie, elle se traduit par des pulsions de destruction de soi, mais aussi de destruction de corps comme le mien, qui rappelle l'Occident, qui rappelle la France à cette réalité qu'elle essaie de fuir. Et donc, on sait aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux, de faire le constat de ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes, on se dit qu'on va rester sur cette chanson bien remontée d'une société plongée comme ça, comme les tables de la loi dans un bocal de formol qu'on ne touche plus, ou alors on s'envisage comme ce que l'on est vraiment, comme étant dans un contrat, une histoire qu'on écrit, qu'on réécrit pour s'adapter à ce que nous sommes. Et moi, je trouve que cette voie-là, ce modèle-là, cet universalisme-là que j'essaie de chercher, de dévoiler, un universalisme qui soit fluide et dynamique, qui soit un projet jamais achevé, quelque chose qui est toujours à réinventer, qui ne se construit pas contre, mais qui se construit avec une éthique de l'être, quelque chose qui soit une éthique du devenir, quelque chose qui refuse l'assignation, qui refuse l'ouverture, qui refuse la curiosité, qui refuse la prise de risque, quelque chose qui soit un appel à
à chercher les failles, pas pour se dire « Ah, voici les mauvaises choses », mais les chercher pour les cartographier les frontières. Et pour moi, ça ne peut être que ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Un appel à projet pour trouver de nouveaux créateurs, parce que c'est ça aussi. On parle de la question de la création, de la question de l'imagination, pour trouver de nouveaux créateurs, de ce nous, du bien commun, et pas seulement d'utopies qui sont irréalisables, mais de choses qui soient de nouvelles possibilités, qui sont ancrées dans la réalisation d'un bien commun, d'une vraie res publica, d'une véritable chose publique. Et pour moi, ces questions, je vais m'arrêter là, elles éclairent aussi, comme dit Magali, la crise démocratique que nous traversons à tous les niveaux, et la confiscation de la démocratie, du pouvoir, par une caste de mandarins à bout de souffle qui nous servent un récit à bout de course et qui ne veulent pas lâcher la patate. Magali Besson, je reviens donc sur cette question de la troisième voie, mais aussi en revenant sur la question des institutions. Il est absolument évident que le rejet du cadre racial n'aboutira à rien. Il faut absolument incorporer le discours sur la race à ce qu'on dirait non seulement une intersectionnalité qui incorporerait les études de genre, de race, mais aussi l'importance du social, et on pourrait même dire de questions environnementales qui concernent cette nouvelle jeunesse. Alors, attaquer, critiquer, alimenter les peurs, etc., ne fera pas avancer le débat. Ces critiques n'ont plus de lecteurs. Les lecteurs, la nouvelle génération, cherchent cette intersectionnalité. Alors, comment la mettre en avant dans nos institutions ? Alors, moi, je ne suis pas une femme politique, hein, je suis une chercheuse, donc je peux analyser. Intellectuel, et votre rôle pour les universitaires, pour les intellectuels, est justement de se renouveler, de mettre en avant de nouvelles grilles de lecture, etc. Excusez-moi, je vous interromps, mais c'est important de le dire. Non, vous avez raison. Je pense que, cela dit, pour le coup, les intellectuels sont là pour proposer des idées et des nouvelles analyses, proposer des concepts fonctionnels, encore une fois, pour décrire et comprendre et évaluer notre monde, si possible, éventuellement, en effet, pour le transformer, hein, mais la transformation ne pourra venir que des acteurs sociaux eux-mêmes. C'est pas, enfin, je crois qu'il faut se méfier disons, de certaines prétentions des intellectuels à vouloir mener le monde. Hein. J'ai pas de baguette magique, disons. En revanche, je pense que là où vous avez raison, c'est que les analyses en termes de race, qui sont très critiquées, sont absolument fondamentales à l'heure actuelle pour compléter, pour accompagner les analyses en termes de classe, de genre, mais aussi d'âge, de handicap, d'orientation sexuelle, c'est-à-dire toutes les analyses qui portent sur des facteurs de domination qui avaient eu un peu tendance à être minorisés par rapport à un facteur un tout petit peu englobant ou qui prétendait fonctionner tout seul pour traiter l'ensemble des situations d'inégalité et de domination possibles. Je pense qu'à ce titre-là, ce qui est aussi très important à comprendre, c'est que ce que vous avez donc appelé l'intersectionnalité, qui est aussi un mot qui fait très peur en France, c'est simplement la mise en avant du fait qu'avec un seul de ces concepts, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir, on ne peut pas attraper toutes les inégalités du monde dans lequel nous vivons. L'intersectionnalité, ça n'est que cette idée-là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas davantage de tout expliquer à l'aide de la race ou du genre ou de la préférence sexuelle, mais c'est justement complexifier les analyses pour saisir les moments, les lieux, les personnes, les situations dans lesquelles elle joue de manière tout à fait précise et subtile. C'est par exemple les analyses sur les nounous noirs notamment en région parisienne. Et il y a un très beau travail d'une sociologue de Rennes 2 qui a montré justement qu'on ne peut pas comprendre les dynamiques
sociale, les syndicats ou l'absence de syndicats des nounous noirs, si on s'intéresse simplement à la question sociale ou à la question de classe, mais il faut aussi entendre là les problèmes de genre et les problèmes de race qui permettent de tracer des lignes différentes dans les structures. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et là-dessus, en effet, la défenseur des droits, par exemple, et me semble-t-il, pareil, les derniers rapports, en tout cas sur les discriminations émis par la défenseur des droits, vont tout à fait dans le sens d'une prise en charge beaucoup plus ample de facteurs de discrimination. Oui, Magali Besson, votre réponse va dans la direction de ce qui sera la dernière question venant de nos chers internautes. Florence qui nous demande, et je demanderai à Nam Yang de répondre en resituant cette question. La question de Florence, je suis la seule à penser qu'il n'y a qu'une race, la race humaine. Oui, mais comment répondre à ça, Nam Yang? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Florence, et je vais te raconter une petite anecdote qui m'a amené beaucoup de problèmes ma première année aux États-Unis. Je suis arrivée et il fallait que je remplisse un formulaire pour ma carte de sécurité sociale, et on m'a demandé ma race. Et je me rappelle être restée complètement bouche bée en me disant mais c'est quoi ces personnes, et j'ai rajouté une petite case, j'ai mis humain, mais c'était pour rigoler. Et en fait ça m'a amené beaucoup de problèmes parce ça m'a pris un an pour que l'administration corrige cette petite boutade qui en fait n'en était pas une pour moi. Mais la question, c'est exactement là on va. C'est le sens de ma recherche, de trouver l'universel. Mais quel universel? Avant de pouvoir construire, de pouvoir construire société, de savoir, en ce moment, je travaille sur un projet qui est vraiment nous. Qu'est-ce que c'est que nous? Comment en étant arrivé à faire société? Pourquoi est-ce qu'on me demande souvent d'où je suis? Qu'est-ce qui en moi montre l'étrangeté? Est-ce que c'est mon mètre 80? C'est mes locks? C'est mes lunettes? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait qu'au-delà de la situation familiale et de la proximité et de la francité de ma famille qui est multiséculaire, on me demande souvent d'où je viens? Qu'est-ce qui fait qu'on a construit ce nous dans une idée comme ça, dans un impensé qui m'exclut automatiquement? Et cet impensé, voilà, on devra en discuter. Et malheureusement, il est impossible aujourd'hui de discuter de cet impensé, de casser, d'étudier les fondations de ce nous. On ne peut pas faire l'économie de la question raciale. Et moi, je suis absolument d'accord avec vous. Cette question raciale, elle n'est pas interminus, elle est juste une station, une étape pour ce projet Merci, Maniang. J'ai donc privilégié les internautes pour cette troisième partie et aussi ceux à qui s'adressaient ces questions. Je vais demander à François Noudelman de répondre à ces questions ou d'intervenir, et ensuite, en conclusion, Adam Schatz. François Noudelman. Je répondrai à cette occasion à la question que vous m'avez posée sur les questions des problèmes de programmation et dire qu'au fond, sur cette troisième solution, je voudrais la rabattre sur notre rôle à nous, journalistes, universitaires, au fait qu'il me semble que des deux côtés des États-Unis, des deux côtés de l'Atlantique, il y a deux catégories de passeurs. Il y a les imitateurs, ceux qui répètent sans distance le discours des autres. Ça leur donne souvent une prébande universitaire et médiatique. Mais il y a aussi les imprécateurs, c'est-à-dire ceux qui condamnent sans nuance. Par exemple, aux États-Unis, ils dénoncent toutes les horreurs de la France, ce sont des vertueux, et c'est ceux qui effectivement pratiquent cette culture de l'annulation. C'est un mélange, c'est très étonnant, mais aux États-Unis, c'est une sorte de mélange de prêcheurs protestants un peu et de garde-rouges. Je lisais d'ailleurs dans le Chronicle of Higher Education avant-hier que c'était un moyen de promotion universitaire et médiatique, c'est-à-dire que plus on est radical, plus on conteste, et plus on est sûr d'avoir un gain en fonds de recherche et en salaire. C'est assez frappant que même le Chronicle le dit. Donc, moi, par rapport à ça, je voudrais prêcher à mon tour, mais plus modestement, pour les traducteurs. Et je pense que nous le sommes tous ici. C'est-à-dire qu'au lieu de répéter, au lieu aussi de juger, de dénoncer, ce que nous essayons de faire, c'est de traduire, c'est-à-dire de tenir compte des contextes historiques, de voir ce qu'on peut tirer des différences, de faire passer justement la nouveauté, mais sans l'imposer, sans juger. Et en tout cas, pour mon rôle, en tout cas, puisque vous m'avez posé la question sur la programmation c'est ça, c'est d'insister sur la traduction. La traduction, ce n'est pas répéter, c'est inventer, c'est comprendre les différences.
vous avez tout à fait raison de souligner l'importance. Nous sommes tous, comme vous l'avez dit, des traducteurs, des passeurs, des intermédiaires, etc. Adam Schatz, pour conclure. Est-ce que je pourrais avoir vraiment 30 petites secondes pour rebondir, mais vraiment 30 secondes pour rebondir sur 30 cette secondes et ensuite Adam Schatz, on arrive à la fin. Parce que je la trouve extrêmement intéressante. Comment est-ce que je peux expliquer ma situation dans un pays qui me demande de me situer dans une tradition de traduction alors que je suis chez moi? Pourquoi user de la traduction pour parler de mon ancrage dans mon propre pays? Je trouve ça absolument, je trouve ça assez problématique et je vais juste laisser ça là. Peut-être les internautes voudront rebondir dessus, mais je suis assez dérangée avec cette idée de la traduction. Moi, je parle d'ancrage, d'enracinement. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je suis aussi un fils d'immigré, hein, donc ça me pose pas de problème de penser sans arrêt la traduction. Adam Schatz. Constat. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mam il y a quelques moments sur l'antiracisme et l'universalisme. On oublie très facilement, trop facilement, que les grands penseurs anticolonialistes étaient des universalistes et étaient aussi des critiques de l'idée de race. Fanon, par exemple, qui a dit le noir n'existe pas plus que le blanc. Et je crois que c'est ça qui manque un peu dans certains aspects de la pensée décoloniale, l'insistance sur une nouvelle universalisme qui est profondément antiraciste. Alors, il peut être une certaine tendance vers un essentialisme malgré l'insistance sur la construction sociale de la race. Et à mon avis, il faut redécouvrir l'universalisme antiraciste des penseurs anticoloniaux comme Fanon, comme Césaire. Merci Adam Schatz. Je dirais même que ceux qui déplorent cet enchevêtrement transatlantique ont tort, que cet enchevêtrement sera plus propice au renouvellement. Et je cite en guise de conclusion l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr, « L'avenir est ce lieu qui n'existe pas encore, mais que l'on configure dans un espace mental ». Nous arrivons donc à la fin de ce débat et je tiens à remercier nos intervenants, le public d'avoir assisté à ce débat et pour les questions. Et je salue ce partenariat entre le Musée de l'Histoire de l'Immigration et l'ambassade des États-Unis en France et espère vous retrouver à l'occasion de la prochaine conférence du cycle le 21 avril 2021 qui portera sur l'idéal démocratique à l'épreuve de l'égalité. Bonsoir ou de Los Angeles.